Alors, bonjour à tous. On vient de démarrer la session. Vous êtes 120 à vous être connectés. On va attendre encore une petite minute parce qu'on avait à peu près 200 inscrits à ce webinaire sur l'accompagnement des entreprises en difficulté et le rôle de l'ordre pour vous accompagner. Je vois que ça monte. Voilà, 127. Ça n'arrête pas de grimper. Alors, on va peut-être pas attendre que les 200 soient présents, mais on va encore attendre une petite minute. Et puis comme ça, on aura un maximum de participants, ça sera parfait. Alors, je vous rappelle qu'il existe un chat et que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir interpeller nos intervenants et leur poser toutes les questions, même même celles qui vous sembleraient les plus bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà, bonjour à tous. Alors, voilà, 135, eh bien, on va démarrer tout de suite. Donc, merci à tous d'être connectés sur ce webinaire. J'ai le plaisir d'avoir aujourd'hui pendant une heure Francis Griveau, qui est président du tribunal de commerce de Bobigny. Donc, merci Francis de votre participation. Notre confrère Thierry Baquet, qui est donc expert comptable et qui est en charge du CIP 1975. Pas 1975, mais CIP du 75 de Paris. Et Nassim Galimi, qui est avocat associé du cabinet Veille Jour, des spécialistes en matière de procédure collective. Voilà, merci messieurs de votre présence. On va démarrer tout de suite avec cette annonce que je vais un petit peu vous détailler, mais on reviendra dessus tout à l'heure pendant la conférence. C'est la création d'une cellule destinée aux experts comptables et aux commissaires aux comptes, et exclusivement aux experts comptables et aux commissaires aux comptes, qui a vocation à être une sorte d'infodoc en matière de prévention des difficultés. Voilà, ça ne remplace pas le CIP. Le CIP s'adresse aux dirigeants d'entreprise. Ce sont des permanences qui ont lieu, je crois, Thierry, c'est tous les jeudis ou tous les 15 jours, tous les 15, voilà. Alors, non, c'est le troisième jeudi du mois. Et à Paris, avant le Covid, parce que malheureusement, ça s'est réduit ce jour, nous étions à un jeudi semaine. Parce qu'il y avait quand même Voilà. beaucoup de volume après. Beaucoup de volume. Et donc là, un expert comptable et un avocat ensemble au CIP reçoivent les chefs d'entreprise qui sont un peu désemparés, qui n'ont pas d'expert comptable ou pour lesquels ils n'ont pas trouvé auprès de leur expert comptable les informations nécessaires. Là, ce qu'on a souhaité faire, c'est vous donner les clés de la prévention des difficultés des entreprises à travers cette cellule qui sera composée exclusivement de magistrats auprès des différents tribunaux de commerce de l'Île-de-France. Donc c'est le cas avec le Bobigny, c'est le cas avec Créteil, c'est le cas avec Paris. Voilà, on est en train de faire l'inventaire des autres. Je crois qu'on a encore, il va y avoir évidemment Versailles, Melun, voilà, tout ça, tous les tribunaux vont participer. Et donc lorsque vous avez une difficulté avec un client, vous souhaitez qu'on vous accompagne dans son diagnostic, quelle est la bonne procédure à mettre en place, parce qu'on va vous expliquer qu'il y en a effectivement plusieurs. Eh bien, vous allez avoir un juge spécialisé dans les procédures collectives, dans la prévention, qui pourra vous aider et diagnostiquer. On a également une liste d'avocats spécialisés qui a été élaborée par l'ARE, l'association des avocats en retournement d'entreprise, qu'on mettra à votre disposition pour que vous puissiez avoir les bons contacts. Donc voilà un petit peu le principe de cet infodoc prévention des difficultés qu'on est en train de lancer en ce moment. Mais avant cela, peut-être faire un point avec Francis sur l'état des procédures en cours. Donc si tu peux nous passer le slide suivant, voilà, super. Bien. Alors je vous laisse la parole, Francis. Bien, donc bonjour à tous, merci de vous être connectés à ce webinaire. On va donc parler très rapidement des procédures collectives, sachant que le but, comme on l'a déjà exposé, comme l'a exposé Laurent, c'est que l'on fasse au maximum marcher la prévention. Vous avez là ici, vous voyez dans les ouvertures de procédures collectives sur le tableau qui est affiché, vous voyez qu'on a depuis le début de l'année ouvert 41% en moins de procédures collectives. Ce 41% en moins, ce n'est pas, enfin il y a eu une petite partie de déclaration de cessation de paiement où il y a eu un peu moins que l'an dernier, puisque en fait dans les DCP, je crois que ça a été marqué
dans les DCP, non, c'est pas marqué, mais dans les DCP, on en a ouvert 414, alors contre 573 l'an dernier. Mais la grosse différence vient en fait des assignations, parce que l'URSSAF a arrêté les assignations depuis le début depuis l'épisode Covid. À titre indicatif, en assignation, depuis le début de l'année, on est à 319 assignations, alors que l'an dernier, on était à 1070, ce qui est quand même énorme. Bon, d'un point de vue global, ce qui est intéressant à voir, c'est que donc, les sociétés n'ont pas fait de dépôt de bilan parce qu'elles sont sous perfusion. En contrepartie, toutes celles qui étaient bien accompagnées par des avocats ont utilisé des procédures de prévention, mandat ad hoc ou conciliation. Et en ce qui concerne Bobigny, on a eu 300% de procédures de prévention qui ont été ouvertes, mandat ad hoc ou conciliation. Ce sont donc des entreprises qui, par leurs experts comptables, par leurs avocats, ont voulu anticiper les problèmes et ont demandé l'aide du tribunal de commerce pour leurs problèmes financiers. Je peux rappeler rapidement la différence entre un mandat ad hoc et une conciliation. Le mandat ad hoc, il est beaucoup plus souple, il est illimité, alors que la conciliation est beaucoup plus encadrée. Lorsque vous faites une conciliation, vous devez faire connaître au ministère public les honoraires du conciliateur. Lorsque vous aurez une conciliation, théoriquement, elle est de 4 mois et vous ne pouvez pas théoriquement en renouveler une, en refaire une autre avant 3 mois. Donc, avant l'épisode Covid, on avait très souvent pour des conciliations qui étaient assez longues, une période conciliation, des mandats ad hoc, des conciliations. Depuis les ordonnances Covid, la période de conciliation a été augmentée dans le premier confinement. Et là, on vient d'avoir une nouvelle ordonnance qui nous permet, pour les nouvelles conciliations qui ont été ouvertes, de les augmenter à la demande du conciliateur pour jusqu'à 10 mois et non pas 4 mois comme c'est les termes de la loi. Bon, l'intérêt d'une conciliation, l'intérêt majeur de la conciliation par rapport au mandat ad hoc, c'est qu'on peut donner et imposer des délais de règlement à certains créanciers. Alors que dans le cadre des mandats ad hoc, c'est une discussion, on regarde bien, mais le président du tribunal n'a pas la possibilité d'imposer des délais de règlement, chose qu'il a, la possibilité qu'il a dans le cadre des conciliations. Et bien souvent, on a des conciliations pour justement forcer, du fait qu'on a cette possibilité, forcer les partenaires et les créanciers à trouver un accord pour éviter que ce soit le président qui décide de règlements qui peuvent aller jusqu'à 24 mois, ce qui est quand même énorme. Ça peut être un règlement à 24 mois, ça peut être un règlement divisé par 24, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer. Donc voilà un peu en ce qui concerne les mandats ad hoc, les conciliations par rapport aux procédures collectives. Un point par rapport à ce qu'a dit Laurent en ce qui concerne la cellule qui a été créée. Nous avons plusieurs juges au tribunal de commerce qui sont responsables de la prévention et donc on a donné, ils ont donné leur accord pour être contactés et bon, on ne vous donnera pas bien évidemment le numéro de téléphone, mais eux-mêmes, une fois qu'il y a un problème, vous recontactent pour pouvoir voir avec vous quels sont les problèmes que vous avez et si on peut envisager une aide par un mandat ad hoc, une conciliation ou tout simple, ou d'autres systèmes. Donc voilà pour résumer l'état de la situation sur Bobigny, qui dans l'ensemble, je dirais les chiffres que je vous ai donnés, d'un point de vue baisse de procédures collectives, c'est la même au niveau national. La hausse des procédures de prévention, c'est surtout le fait des gros tribunaux de commerce. Assez peu dans les petits tribunaux en France. Voilà. Laurent, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Nassim, Maître Galimi, à votre avis, est-ce que c'est le reflux avant la vague, cette baisse, ou est-ce qu'on s'attend à une augmentation du nombre de procédures collectives, ou est-ce que les mesures de prévention qui sont mises en place devraient permettre de régler la plupart des problèmes? Comment vous voyez les choses en fait? Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent à ce webinaire. Pour répondre à votre question, je suis tout à fait d'accord avec les observations du président Griveaux.
En fait, les entreprises, depuis le début de la crise, sont vraiment sous perfusion. On le sait, l'État français a mis en œuvre tout un tas de mesures pour préserver la trésorerie des sociétés et préserver au maximum et l'activité et l'emploi attachés. On connaît toutes ces mesures de PGE, les prêts garantis par l'État, les reports de charges, toutes les dispositions sur le chômage partiel qui ont considérablement freiné la déconfiture et la faillite des entreprises en France. Donc ça, c'est évidemment ce sont des mesures tout à fait exceptionnelles et tout à fait remarquables qui ont vraiment permis à une très grande partie de tout le tissu économique français de résister, avec comme conséquence mécanique qu'on a observé dès le début de toutes ces mesures, c'est une baisse considérable des ouvertures de procédures collectives. Alors évidemment, cette diminution des ouvertures de procédures est à mon sens totalement artificielle parce que aucune société n'a réglé ses problèmes dans ce laps de temps. C'est simplement que ces entreprises ont vu leurs difficultés se figer, comme leur activité du reste, et donc ces sociétés sont mises d'une certaine façon en sommeil. Mais être en sommeil ne veut pas dire régler les difficultés auxquelles les sociétés sont confrontées du fait de cette crise, puisqu'on va avoir des sociétés qui étaient plutôt bien portantes au départ, avant la crise sanitaire, qui aujourd'hui sont extrêmement fragilisées du fait de cette crise. Mais il ne faut pas oublier qu'on a aussi énormément de sociétés qui déjà étaient fragiles avant l'apparition de cette crise sanitaire. Et bien évidemment, que ce soit les unes ou les autres, pendant cette période-là, très rares sont celles qui auront réglé leurs difficultés. Donc, on parle de sociétés zombies, en fait. C'est ça, ce qu'on appelle les sociétés zombies. Exactement, exactement. Et moi, mon pronostic, mais c'est pas moi je ne suis pas le seul à faire ce pronostic, ce diagnostic d'abord et ensuite ce pronostic, c'est que le début de l'année 2021 va, à mon avis, être même très, très compliqué pour toutes ces entreprises, au fur et à mesure que tous les leviers et que toutes les mesures de protection disparaîtront les unes après les autres, puisqu'on sait bien que toutes ces mesures sont provisoires, parce que les finances de l'État ne sont pas inépuisables, et bien évidemment, au fur et à mesure de la levée de ces mesures de protection, énormément d'entreprises vont être très, très fragilisées et malheureusement ne passeront pas, à notre grand désespoir, nous spécialistes du retournement des entreprises, ne passeront pas par la case prévention et iront directement en liquidation judiciaire. Et c'est ça tout l'enjeu, c'est de pouvoir identifier les sociétés aujourd'hui les plus fragilisées et celles qu'on peut sauver, puisque énormément de sociétés peuvent être sauvées avec les outils de prévention et, si nécessaire, avec les outils de traitement dans le cadre de procédures collectives. Maître Bellini, excuse-moi, juste un point que je voudrais ajouter. On se retrouve d'une manière très précise sur quelque chose que l'on voit tout le temps. Il faut toujours regarder si la difficulté de l'entreprise est quelque chose de conjoncturel ou structurel. Et ça, je pense que c'est les experts comptables qui peuvent aider. Une difficulté conjoncturelle, on pourra aider, on pourra mettre sur 5 ans, sur 10 ans, on pourra réduire la dette, on pourra l'étaler. Si c'est structurel et s'il n'y a pas de cash d'organiser, je suis désolé, mais il vaut mieux arrêter. Alors, je suis peut-être un peu direct, mais c'est quand même, je pense que Thierry ne va pas me contredire là-dessus. Non, pas du tout, cher président. Non, je voulais juste revenir sur une petite chose, le pourquoi les experts comptables ont du mal toujours à venir, et pourtant ça fait quand même quelques années, puisque j'ai dû calculer, ça fait une trentaine d'années que je fais de la procédure collective, je me retrouve toujours confronté à l'expert comptable qui ne veut pas y aller. Alors mon premier message, c'est d'arrêter d'avoir peur des tribunaux de commerce. Même si je sais que certains ont connu il y a quelques années des administrateurs judiciaires peu scrupuleux, qui débarquaient systématiquement l'expert comptable en place et qui n'étaient que peu scrupuleux aussi sur l'avenir du dossier, mais ne pensaient qu'à leurs honoraires. Donc, ceci étant, maintenant, très honnêtement, tout ça, c'est largement fini et j'ai rencontré tous les présidents des tribunaux de commerce qui garantissent un très bon déroulement de la procédure. C'est-à-dire que les mauvais administrateurs, bon, il en reste des moins bons,
mais ce qu'on a pu connaître il y a une vingtaine d'années, ça n'existe plus. On parlerait des Sauvant-Goulet de Caire, on parlerait des Schmitt, des Géry, des machins, même si effectivement, c'est pas la même chose. Donc déjà, on arrête d'avoir peur des tribunaux de commerce. Le deuxième point, c'est d'insister sur le rôle, notre rôle à nous, experts comptables, dans les procédures. Je le rappelle régulièrement, c'est un travail d'équipe. C'est l'avocat, l'expert comptable, l'administrateur et le juge commissaire. On ne peut pas faire tout seul. Alors, je rappelle, alors là, je vais mettre un petit coup de canif chez nos amis administrateurs judiciaires. Je rappelle quand même que, grosso modo, on doit avoir 16 000 redressements judiciaires, 1000 sauvegardes, bon, peu ou prou, ça c'était 2019, je pense. Tout ce qui est mandat ad hoc et conciliation, bien évidemment, c'est inconnu. Et pour cela, il n'y a que 450 administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, mais les administrateurs judiciaires ne sont que 120. Donc, s'ils n'ont pas l'assistance de l'expert comptable, je ne vois pas comment ils peuvent traiter par tête 140 dossiers par an. Et je vous rappelle qu'il y a des dossiers de tout type, puisqu'il y a Glazure, il y a Tati, il y a vraiment des gros modules. Et je pense qu'on a tout intérêt, nous, on est, je pense, 21 000, tu me dis si je me trompe, Laurent, plus 142 000 collaborateurs. Donc, on a, nous, une force d'intervention, une force de conseil. On doit être présent. Et on a notre place à jouer. Alors, évidemment, il faut nous former, parce que je suis désolé, c'est pas la même chose. On parle d'état de cessation de paiement. Chaque confrère qui m'écoute, il va dire oui, mais c'est compliqué. Ça. Non, non, c'est simple. C'est un porte-monnaie. J'ai des sous et j'ai des dettes. Si j'arrive pas à les rembourser, c'est fini. On est en état de cessation de paiement. Donc, de là, il n'y a que 2 procédures qui sont redressement judiciaire et liquidation. Et tout le reste, on peut travailler. Mais c'est vraiment nous former, alerter au maximum nos clients sur notre connaissance et grâce au site soutenir vos clients, c'est-à-dire que le premier filtre, grosso modo, ça va être des questions envoyées sur cette boîte mail, et ensuite on va redistribuer, mais si effectivement c'est pas trop tard, et c'est tout l'intérêt, hein, et donner toutes les bonnes procédures aux dirigeants pour savoir où vous en êtes. Et ça, très honnêtement, il faut passer par de la formation. Et cette boîte à outils, elle est d'autant plus importante que là, comme le disait M. le Président Griveaux ou Nassim, c'est début 2021. Si on se loupe, il va y avoir beaucoup plus de grabuge, hein, parce qu'il faut vraiment faire de la prévention, de la pré-prévention. Hein. Mais de là, il faut que chaque expert comptable puisse avoir quand même une petite notion, ou s'il n'a pas de notion, grâce à cette boîte à outils, dire, ok, bah tiens, voilà, en 2-3 mots, hein, c'est pas la peine d'épiloguer, on donnera le bon conseil et l'orientation dans la bonne mission auprès du bon tribunal et avec les administrateurs et les avocats, grâce à les listes que tu as mis en place. Voilà, je voulais bien attirer l'attention là-dessus. Bah, merci de ces précisions. Mais alors moi j'ai une question. En fait, c'est à quel moment je demande un mandat ad hoc ou une conciliation. En fait, c'est quoi l'élément déclencheur? Parce qu'aujourd'hui, j'ai du cash, j'ai pas encore consommé tout mon PGE. Bon, par contre, j'ai des dettes qui s'accumulent. Est-ce que le fait que l'ampleur de mes dettes me laisse penser que je vais avoir du mal à rembourser, c'est un élément déclenchant? Voilà, à quel moment Voilà. Bon, là, je peux peut-être en parler 2 minutes. En ce qui concerne le mandat ad hoc ou la conciliation, le problème est qu'on va nommer quelqu'un qui va négocier avec des créanciers. Il est plus difficile de négocier avec 200 créanciers qu'avec 2 ou 3. Là, dans ce cas-là, c'est une procédure collective qu'il faut faire. Non, mais alors, justement, pour ne pas arriver à la procédure collective, l'idée est de dire, on identifie dans la société quels sont les créanciers principaux qui posent problème et qui représentent, on va dire, 80% des problèmes de la dette, à savoir URSSAF, les impôts, ça peut être. Il y a également les banques, le bailleur et mettons un gros fournisseur. On peut négocier avec 3, 4 gros créanciers qu'on ne négociera pas avec les 100 créanciers. L'idée est de dire on négocie avec les 3 ou 4 créanciers principaux pour faire en toute confidentialité un accord sur cette dette qui est majeure afin que personne ne se rende compte des problèmes et qu'on continue à régler normalement tous les autres.
l'idée mandat ad hoc conciliation, c'est identifier les créanciers principaux pour pouvoir négocier. On ne peut pas négocier avec 100 personnes, on peut négocier avec des créanciers qui tiennent sur les doigts d'une main. Donc voilà pour moi le principe. Alors la condition, alors là vous allez me confirmer, c'est de ne pas être en cessation des paiements. Première condition en fait. C'est-à-dire qu'en fait, la situation à l'heure actuelle, compte tenu de l'environnement, des aides de l'État, des avances, etc., peut être bonne d'un point de vue trésorerie, mais on sait qu'il y a un mur qui se rapproche. C'est ça en fait Exactement. À l'état de cessation de paiement, on sait très bien que c'est ce qu'il y a disponible cash immédiat. Est-ce qu'on doit quelqu'un à qui vous devez 1 million et qui, lorsque vous passez un coup de fil, dit bah, finalement, OK, on voit la question dans un mois, ben on ne doit plus le million. D'accord. Et on est je rappelle, mais Nassim va me y ajouter quand même, que effectivement les PGE, on dit que ça retarde, mais à partir du moment où tu as le PGE en trésorerie, bah, tu n'es plus en état de cessation de paiement, même si tu as une aggravation des dettes. Il faut faire attention aussi à ça. Les PGE, ça filtre un peu beaucoup de choses. Ouais. Hein, Nassim? Alors, le PGE, une fois qu'il est perçu, va permettre évidemment d'augmenter à due concurrence la trésorerie, fatalement. Et comme l'attribution d'un PGE par hypothèse et par nature n'entraîne pas une dette exigible immédiate, puisqu'il y a un délai pour le rembourser, bien évidemment, le PGE contribue à sortir ou à éviter aux sociétés de se retrouver en état de cessation des paiements. Bon. Mais en effet, comme le disait le président Griveaux, lorsqu'une société a une dette exigible et qu'un accord est trouvé avec un créancier au cas par cas pour que ce créancier accepte un moratoire sur sa créance, cette dette sort du calcul de l'état de cessation des paiements, à condition, nous dit la loi en tout cas, que ce soit un accord écrit. Bon, il faut qu'il y ait un moratoire qui soit formalisé par écrit par le créancier. D'accord. Mais donc aujourd'hui, les cas de prévention que vous avez à traiter, en l'occurrence, sans nous donner le nom des clients bien sûr, mais quelle est la situation des entreprises qui viennent vous voir en prévention à travers des mandats ad hoc ou des conciliations? Alors, elles sont très variées. Les situations sont très variées et on peut avoir des sociétés qui sont en état de cessation des paiements, puisque, comme vous le savez peut-être, la conciliation peut être ouverte alors que la société est en état de cessation des paiements, à condition, et ça c'est extrêmement important, que cet état de cessation des paiements ne soit pas supérieur à 45 jours. D'accord ? Donc ça, c'est une disposition qu'il faut connaître quand même, c'est important. On peut ouvrir une conciliation, donc une procédure confidentielle et purement amiable, alors que la société est en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours. Donc ça, c'est important à avoir à l'esprit. Sur les typologies de sociétés qui viennent nous voir, c'est très diversifié. Je vais vous citer quelques exemples, hein, évidemment, sans citer de nom, puisque je suis tenu à la fois au secret professionnel et à la fois à la confidentialité propre à la procédure de conciliation et de mandat ad hoc. Mais par exemple, aujourd'hui, je m'occupe d'un hôtel, une société qui exploite un hôtel dans un quartier chic de la capitale. Et comme tous les hôtels parisiens, ils sont évidemment dans une difficulté extrême. Et donc, la société aujourd'hui n'est pas en état de cessation des paiements. Elle a bénéficié d'un PGE avant l'été, même de 2 PGE très conséquents qui lui permettent d'avoir une trésorerie qui est aujourd'hui très confortable. Simplement, les charges, et notamment de loyer, continuent évidemment à courir, puisque la société poursuit son activité, même si son activité est totalement à l'arrêt. Mais en tout cas, ces charges courantes continuent. Et cette trésorerie est grignotée de jour en jour, et la société sait qu'au mois de mars, elle va se retrouver en état de cessation des paiements. Donc, c'est le cas typique des dossiers qu'on peut voir en ce moment. Une trésorerie confortable, grâce aux aides d'État notamment, mais on sait que cette trésorerie, si l'activité ne repart pas dans les prochaines semaines, on sait que la société sera en état de cessation des paiements en février ou en mars. Donc, plutôt que d'attendre cette situation d'état de cessation des paiements qui obligerait le dirigeant
au risque d'engager sa responsabilité s'il ne le fait pas, l'obligerait à déposer le bilan, c'est-à-dire à demander l'ouverture d'un redressement judiciaire auprès du tribunal. Plutôt que d'attendre cette situation, l'entreprise fait appel au président du tribunal pour bénéficier de l'ouverture d'une procédure, là en l'occurrence d'un mandat ad hoc pour cette société. D'un mandat ad hoc pour faire désigner donc un mandataire ad hoc qui va aider la société à négocier avec ses principaux créanciers et également avec ses principaux partenaires commerciaux. Dans le cas de mon client, donc c'est un hôtel, le principal créancier en dehors des établissements de crédit et qui ont attribué justement le PGE, l'autre grand créancier, eh bien, c'est le bailleur. C'est le bailleur qui, lui, n'a pas gelé sa créance de loyer et réclame depuis plusieurs mois le paiement de ses loyers qui, pour l'instant, ne sont pas payés pour plusieurs échéances. Et donc, l'essentiel des négociations se mène vis-à-vis du bailleur. Alors, c'est un dossier qui est très prenant et qui suppose des réunions quasiment toutes les semaines avec le bailleur. Alors, en l'occurrence, il y a plusieurs bailleurs puisqu'il y a plusieurs établissements, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et ce sont des discussions qui sont très houleuses puisque les bailleurs sont plus ou moins compliqués et ont des exigences plus ou moins fortes. Et donc, le rôle du mandataire ad hoc est considérable dans le cadre de ces négociations. Et sur ce dossier-là, on va être obligé de passer à une vitesse supérieure puisque ce qu'on a demandé aux bailleurs, c'est-à-dire un gel du passif au titre du bail et un report des échéances, ces demandes ont été refusées par le bailleur. Donc la seule solution qu'on a, ça va être de basculer en conciliation. Donc, on va ouvrir une conciliation dans les prochains jours pour pouvoir bénéficier des mesures propres à la conciliation qui ont été rappelées par le président Griveaux, à savoir la possibilité pour le président du tribunal qui a ouvert la conciliation d'imposer des délais de paiement qui peuvent aller jusqu'à 24 mois aux différents créanciers qu'on appelle récalcitrants, c'est-à-dire qui n'accordent pas les mesures qu'on leur demande d'accepter. Et il y a également un levier, une mesure qui a été prise dans le cadre des ordonnances Covid, qui permet à ce même président du tribunal non seulement d'ordonner des délais de paiement, mais également une suspension générale pour un créancier donné de toutes les poursuites, de toutes les saisies et de toute l'exigibilité des créances d'un créancier précis. Donc, on se retrouve un petit peu avec les mêmes effets qu'une procédure collective, mais en procédure de conciliation pour une durée qui s'étend jusqu'à toute la période de la conciliation. Et alors, on a un avantage aujourd'hui, c'est qu'on a une ordonnance très récente du 25 novembre dernier qui a permis à nouveau d'étendre jusqu'à 18 mois la période de conciliation. Donc là, le gouvernement, à nouveau, a mis en œuvre un certain nombre de mesures et a renouvelé un certain nombre de mesures qui ont fait leurs preuves jusqu'à présent. Mais alors, ça veut dire que concrètement, pendant la phase de conciliation, on va pouvoir geler les dettes de loyer. Et à la sortie de la conciliation, on va pouvoir rajouter encore 24 mois de délai de paiement à ces échéances. Absolument. Absolument. En théorie, on peut cumuler les différentes mesures au fur et à mesure que des dettes nouvelles pendant la période de conciliation seraient amenées à devenir exigibles et donc à s'imposer aux débiteurs. Parce que les clients dans cette situation, on en a pas mal, mais il y en a beaucoup qui se disent bon, le 20 janvier, j'arrive au terme de la période de déconfinement et l'activité peut redémarrer. Je vais attendre le 20 janvier et de voir si je m'en sors. Parce que c'est la bonne politique. Il y a une chose quand même, il y a certaines dispositions qui ne sont valables que jusqu'à la fin de l'année. Par exemple, les demandes, je dirais, de délai de règlement adressées au président, habituellement, normalement, c'est sur assignation d'un créancier. Les ordonnances Covid permettent au débiteur, enfin à la personne qui est en conciliation, de demander directement ces délais de règlement ou ces suspensions de poursuite directement au président sans attendre d'être assigné. Mais ce n'est valable que jusqu'à la fin de l'année. Les nouvelles ordonnances
qui date donc du 25 novembre, elle, c'est pour les nouvelles conciliations qui sont ouvertes à partir du 24 août, et c'est valable que pour 10 mois. Donc, il faut quand même être… on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Hein. Absolument. À l'heure actuelle, on a des possibilités sur les conciliations ouvertes avant, dans la première période Covid, et maintenant, c'est de nouvelles dispositions pour ce qui est ouvert depuis le 24 août ou le 27 novembre. Voilà. Donc, c'est quand même, on ne peut pas tout faire et attendre le dernier moment pour tout faire pendant 10 mois. Voilà. D'où tout l'intérêt, je rebondis là-dessus, Laurent, et avec tous mes confrères, d'où l'intérêt, parce que tu as remarqué la complexité entre les dates d'application, le 10 mois, le 18 mois, pour tous nos confrères d'avoir une adresse mail pour poser les bonnes questions. Bon. Donc là, en fait, le travail qu'il faudrait qu'on fasse tous, c'est qu'on regarde chez nos clients, ceux qui sont en train de fabriquer une dette, qu'ils auront du mal à rembourser lorsqu'on va arriver à l'échéance avec le report des charges sociales, le report voilà, et si l'activité ne redémarre pas à 100% le 20 janvier, ça risque d'être compliqué. C'est un peu ça le travail qu'il y a à faire. En fait, c'est de faire des prévisionnels sur le début de l'année 2021 et voir si ça passe ou pas. Exactement. Et là, le rôle de l'expert comptable est évidemment considérable. Il n'y a que l'expert comptable qui peut faire ce diagnostic. C'est pas le dirigeant qui va le faire. Et d'ailleurs, le dirigeant soit n'a pas la compétence, et s'il a la compétence, de toute façon, oui, il ne sait pas qu'il y a des solutions qui existent. Exactement. Bien. Laurent, il y a 205 participants actuellement. Oui. Il y en a peut-être certains qui ont des questions à poser. Alors, pour le moment, non, parce que je suis en direct sur le chat oui. Alors, sauf parce qu'il y a un bug technique, mais je n'ai aucune question. À l'heure actuelle, on doit être particulièrement clair. Je vais reposer la question. Pas de question. Et puis la complexité du sujet, ou alors ils ont tous décroché. Ils sont tous non, il y a 207 personnes qui nous suivent avec assiduité, mais je pense qu'on doit être particulièrement brillant, puisque ou alors le chat ne marche pas. Je n'ai pas d'autres explications. Ah, j'étais pas sur le bon. Attendez, voilà. Ah, mais alors, pardon. Merci, merci président Grillo, parce qu'effectivement j'en ai plein de questions. Voilà, j'étais pas sur le bon. Alors, je me disais aussi que c'était étonnamment calme. Alors, pour conseiller un plan de sauvegarde, donc question de Laurence, pour conseiller un plan de sauvegarde à un client en difficulté, y a-t-il un pourcentage de passif par rapport à l'actif? Rien à voir. Pour être free, ça, je pense. Non. Le plan de la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire, il ne faut pas être en état de cessation de paiement. C'est ça la différence. Et la sauvegarde par rapport au redressement judiciaire permet d'avoir un suivi beaucoup plus light, beaucoup plus de l'administrateur qui est nommé pour la sauvegarde. Oui. Mais il ne faut pas être à l'état de cessation de paiement. Je l'ai toujours dit dans toutes les interventions que j'ai. L'idée de base, c'est qu'il faut anticiper. Vous anticipez un problème. Vous savez que vous serez en état de cessation de paiement dans 15 jours, dans un mois, dans 2 mois. Si vous pouvez dès à présent organiser et mettre sur le papier votre problème pour organiser à ce moment-là un règlement différé de toutes ces créances, vous pouvez faire une sauvegarde et ça se passera d'une manière beaucoup plus soft. En RJ, vous êtes déjà en état de cessation de paiement et les prérogatives du administrateur judiciaire sont quand même beaucoup plus grandes. Alors peut-être pour compléter quelque chose, c'est pas le passif par rapport à l'actif. Je pense que c'est par rapport au remboursement prévisionnel qu'on peut établir. C'est-à-dire que si j'ai une entreprise qui me sort 100 000 € par an de résultats, si j'ai 2,5 millions de passifs, bah voilà, donc la messe est dite. Hein. Donc voilà, c'est plus dans ce sens-là qu'un pourcentage du passif ou de l'actif. Je dirais qu'en fait, le problème, c'est de savoir quelle est la capacité d'autofinancement. Si sa CAF permet sur une dette de la rembourser en 10 ans, c'est bon. C'est bon. Moins de 10 ans, on n'y arrivera pas. 10 ans, c'est actuellement, ça va être 11 ans parce qu'il y a une possibilité. Mais en fait, il faut voir ce que l'on peut
ce que l'on peut étaler dans la dette, que ce soit en sauvegarde ou en redressement, c'est sur 10 ans. Sans parler du résultat, mais si on regarde la CAF avec les amortissements, permet d'étaler ça sur 10 ans, on va dire même sur 7 ans pour se donner un petit ballon d'oxygène, c'est excellent. Si par contre, en effet, votre CAF ne permet pas de rembourser, à ce moment-là, ce n'est pas la peine de continuer. Alors, Christophe nous dit le coût des procédures reste un problème. Si on veut développer ce type de procédure, il faut que leur coût ne soit pas supporté par les entreprises qui sont déjà en difficulté. Combien ça coûte une procédure collective Alors, avant la procédure collective, si on veut nommer un mandataire ad hoc… Peut-être. Si, juste. Alors, on parle de coût de la procédure, on ne parle pas des économies qu'on peut faire grâce à la procédure. Il faut faire attention, c'est quand même… déjà, on peut relever une balance entre les deux. Que le président qui travaille gratuitement. Non, mais c'est clair. Mais le président qui signe assez d'ordonnances, de l'élimination, etc. Je pense que les administrateurs par rapport au service rendu ne sont pas excessifs. Mais quant au barème, je laisse le président Griveaux en parler. Bon, le barème, de toute manière, le barème, c'est un barème qui est officiel. Et donc, alors qu'en conciliation, en mandat ad hoc, le barème est libre. Lorsqu'on est en redressement, en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, c'est un barème officiel, on ne peut pas y déroger, qui est fonction du chiffre d'affaires, qui est fonction du nombre de salariés, qui est fonction du travail effectué. Bon, mais il ne faut quand même pas oublier qu'à partir du moment où vous rentrez en procédure, vous avez toute votre dette qui est gelée. Oui. Et n'oubliez pas que lorsqu'on ouvre une procédure, que ce soit sauvegarde, surtout, on fait un renvoi à 2 mois pour vérifier que pendant cette période-là, vous n'avez pas créé de dettes supplémentaires. Imaginez que vous n'avez pas à rembourser vos dettes parce qu'elles sont suspendues au moment de l'ouverture. Si pendant les 2 mois qui arrivent, vous continuez à faire des pertes, ça pose un problème. Mais il ne faut pas avant de parler d'oxygène extraordinaire. Avant de parler du coût de la procédure collective, parce que bon, là, souvent, on est en saison d'étonnement, donc on n'a plus trop le choix. Rentrer en mandat ad hoc ou en conciliation, c'est quoi comme budget pour une entreprise? J'imagine que c'est très variable, mais est-ce qu'on peut avoir des idées de fourchettes Alors, dans les conciliations que j'ai eues, j'en ai eu la plus petite, je dirais, ça a coûté dans les 1500 à 2000 euros. Une des plus grosses que j'ai eues, c'est plus de 800 000 et une autre d'1,5 million. D'accord, donc c'est très, très variable. Donc. Bon. Mais là, ce sont vraiment des gros modules. Non, ce sont des gros modules. On était sur des boîtes internationales, on était sur des choses, bon. Oui. Mais par contre, on peut se référer au taux horaire des administrateurs. Donc, en règle générale, ils sont de l'ordre de 450 pour l'administrateur et de 300 ou 280 pour les collaborateurs des administrateurs. Donc, ça te donne à peu près une idée. D'accord. Bon, mais ça dépend de la taille du dossier, évidemment, et du travail qui est fait par l'administrateur. Mais là, pour le coup, ça se négocie entre le client, enfin entre l'entreprise et l'administrateur. Il y a une ordonnance du juge qui fixe le montant des honoraires en cas de mandat ad hoc ou de conciliation? En tant que mandat ad hoc et conciliation, dans l'ordonnance, on fixe le mode de rémunération. Généralement, c'est un taux horaire avec un maximum. Donc, en fait, donc, il y a une discussion et cette discussion, elle se fait entre la société et le conciliateur ou le mandataire ad hoc. Et à ce moment-là, on indique le taux horaire et on indique le maximum. Et si on doit dépasser le maximum, à ce moment-là, on revient vers le président. Personnellement, lorsqu'il y a un taux maximum de données, je précise dans mes ordonnances que ce maximum tient compte pour l'ensemble des actions de prévention. Imaginons qu'il y ait un mandat ad hoc, une conciliation, un mandat ad hoc, conciliation. Pour moi, le taux maximum, le montant maximum, c'est pour l'ensemble de la prévention. L'ensemble de la procédure. Chez nos amis avocats, ça se passe comment? C'est des honoraires fixes, mais il y a aussi des honoraires au résultat, non? Non, en général, ce sont des honoraires pareils au temps passé, sur des bases qui sont sensiblement les mêmes que celles des conciliateurs ou des mandataires ad hoc. Il y a une certaine cohérence, hein.
Et évidemment, comme les mandataires et comme les conciliateurs, on s'adapte à la situation du débiteur, donc de la société. Forcément, on n'a pas le choix, que de s'adapter. Et c'est bien rare. Enfin, j'ai jamais entendu parler, très sincèrement, d'une société qui a refusé d'aller en procédure de prévention alors qu'il y avait vraiment un intérêt, qui n'a pas pris cette décision au motif que les honoraires à la fois du conciliateur ou du mandataire ad hoc et de l'avocat et de l'expert comptable, puisqu'il faut bien dire ce qu'il est, l'expert comptable doit travailler aux côtés de ces deux professionnels, donc c'est vraiment un trio, hein, au motif que les honoraires de tout ce petit monde étaient trop élevés. Ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc pour moi, c'est un petit peu un fantasme, pardon, mais une société qui, de toute façon, ne pourrait pas payer ses conseils, à mon avis, n'a pas de chance de survie tout court. Et à mon sens, ça ne sert pas à grand-chose d'essayer de l'assister si elle est même incapable de payer à un prix extrêmement réduit, puisqu'on a vu des mandats à 1 500 € ou 2 000 € pris par le conciliateur, et pareil pour les frais d'avocat. C'est très difficile de descendre en dessous. Donc, de toute façon, si une société n'est pas capable de payer ça, je ne vois pas comment elle peut survivre. En général, le jeu en vaut la chandelle et les clients sont des clients satisfaits. Exactement. C'est le minimum. Et le constat est a fortiori le même pour les procédures de redressement et de sauvegarde. Exactement. Alors, toujours sur ces histoires d'honoraires, qui ont l'air d'intéresser beaucoup nos confrères, il y a Virginie qui nous demande comment garantir les honoraires des experts comptables dans ces procédures. Comment tu fais, Thierry, puisque c'est ton pain quotidien, ça. Oui, déjà, comme le rappelait Nassim, s'ils n'ont pas les moyens de nous payer, je ne vois pas comment on pourrait imaginer le futur. Alors, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est qu'on bénéficie d'un privilège. Alors, c'est le 623. Avant, c'était l'article 40, grosso modo, puisque la dernière fois, tu as cité cet article. Maintenant, ça a changé. Mais nous avons quand même un privilège. Mais, j'allais dire, on voit ça, comme disait Nassim, c'est un travail d'équipe. Tu vois avec l'administrateur, avec le magistrat, avec le client, je veux dire, tu fais un budget au préalable, il est d'accord, ok, il n'est pas d'accord, et ben voilà, on va plus loin. Mais c'est quand même très rare si on s'y prend bien, parce que je pense à la question de ma consoeur, c'est qu'elle a peur de rentrer dans une procédure et se prendre un énorme bouillon. Mais enfin, elle connaît bien son dossier quand même, donc elle doit savoir qu'on a les capacités. En théorie, lorsqu'on accompagne une entreprise qui est sous la protection du tribunal, nos honoraires sont payés. Alors, il y a deux situations, si tu me permets Thierry, il y a deux situations, il y a la prévention et la procédure collective. En prévention, il n'y a pas de règles particulières, il n'y a pas de privilèges spéciaux pour les conseils en prévention. Bon. Ceci étant, qui dit prévention dit difficulté pas encore trop grave. Parce que, en principe, la société n'est pas en état de cessation des paiements, ou si elle l'est que depuis moins de 45 jours, premièrement. Deuxièmement, en tant que conseil, en tout cas nous, en tant qu'avocats, s'il y a un petit doute sur la solvabilité de notre client, on demande des provisions. Et ce n'est pas interdit de demander d'être payé par provision. Et d'ailleurs, le conciliateur et le mandataire ad hoc, la plupart du temps, demandent une provision qui est d'ailleurs prévue dans la convention d'honoraires qui est soumise au président du tribunal. Donc ça, c'est tout à fait possible de faire en sorte d'être réglé en prévention. En procédure collective, il y a deux phases. Il y a la phase avant l'ouverture de la procédure et il y a la phase après l'ouverture de la procédure. Alors, après l'ouverture de la procédure, il y a un privilège que tu rappelais, Thierry, c'est le privilège des créances postérieures de l'article 622-17. On parle maintenant du 622-17 et non plus de l'article 40. C'est un privilège qui permet à toutes les dettes nées postérieurement, et pas que les frais de justice ou les honoraires de conseil, mais toutes les dettes nées postérieurement à l'ouverture, d'être payées à l'échéance et sous le contrôle de l'administrateur judiciaire, et je dirais sous sa responsabilité, puisque l'administrateur judiciaire a pour rôle de veiller à ce que la trésorerie de la société soit suffisante pour payer ces nouvelles dettes, premièrement. Pour ce qui concerne les dettes antérieures qui, elles, si elles ne sont pas payées, ça c'est la règle couperet de la procédure collective, elles sont gelées, donc elles sont mises au passif. Donc évidemment, en tant que conseil, on évite de se retrouver au passif de son client.
Et dans ce cadre-là, de la même façon, on prend des précautions et on se fait payer par provision, ce qui n'est absolument pas interdit et même encouragé, et c'est de bonne gestion et de bonne justice, pourrait-on dire, de se faire payer par provision pour les diligences qui précèdent l'ouverture de la procédure, évidemment pour accompagner le dirigeant dans le cadre de la mise en œuvre d'une procédure collective. Maître Galimi, une chose quand même, un des intérêts de la conciliation dont il faut peut-être parler également, c'est le privilège de new money. Tout à fait. Et ça, c'est quelque chose que les experts comptables doivent savoir, c'est que lorsque on est en difficulté et qu'on trouve des aides financières des banques ou d'autres personnes, il y a un privilège de new money où à ce moment-là, ils ont un privilège qui, en cas de liquidation ou de redressement judiciaire, ce sont des gens qui viennent juste après le paiement des salaires, ce qui est quand même quelque chose de très important. Très clair. Alors, question de Serge. À quelle date mesurer la cessation des paiements? Est-ce que c'est toujours le 11 mars ou est-ce qu'il y a une nouvelle date qui est due au déconfinement? Donc, vous avez une suspension en fait des délais des 45 jours. Alors, comment ça marche maintenant? À l'heure actuelle, il n'y a plus de… Maintenant, c'est terminé. Pour moi, c'est terminé. C'est totalement terminé. Et il y a eu un couac en réalité par cette… bon, c'est difficile de leur en vouloir. Les ordonnances ont été rédigées vraiment dans la panique et… Bon, donc il y a un certain nombre de dispositions compliquées, mais cette histoire de l'état de cessation des paiements arrêté au 11 mars, ça n'a pas vraiment eu d'effet, puisqu'en réalité, une fois la fin de la crise sanitaire arrivée, l'état de cessation des paiements recommençait, mais pas de zéro. C'est-à-dire qu'on n'a pas remis les compteurs à zéro à la fin de la période de protection. C'est-à-dire on n'est pas reparti du premier jour d'état de cessation des paiements. Si on était en état de cessation des paiements au 11 mars, la durée de l'état de cessation des paiements a continué, de sorte qu'au mois d'août, on se retrouvait avec plusieurs mois d'état de cessation des paiements. Bon, il faut quand même aussi redire une chose, c'est que le problème du 11 mars, à partir du moment où la société n'avait pas la possibilité, par exemple, de payer ses salariés, elle déclarait quand même son état de cessation de paiement et on la mettait en redressement pour bénéficier des AGS. Donc le 11 mars était intéressant pour les personnes qui n'avaient pas de salariés et où c'était des petites affaires. Dès que vous aviez des problèmes importants et que vous ne pouviez pas notamment payer les salaires, eh bien, vous aviez parfaitement la possibilité de faire une DCP et de déclarer un état de cessation de paiement. Il y a eu un mauvais message avec au moins pour du 11 mars. Parce que beaucoup de dirigeants, et c'est ce qui explique le fait qu'il n'y ait pas eu suffisamment de procédures d'ouvertes, c'est que beaucoup de dirigeants se sont sentis complètement déresponsabilisés de l'avenir de leur société, enfin de l'avenir et même de la situation actuelle de leur société, en disant qu'ils ne sont pas obligés d'aller devant le tribunal pour demander de l'aide. D'accord. Bon, mais alors, revenons sur les questions. Alors, parmi les créanciers, est-ce que les banquiers sont pris en compte? Nous demande Virginie. Et est-ce que le tribunal peut imposer des reports d'échéance? Donc, j'imagine que dans le cadre d'une conciliation ou d'un mandat ad hoc, est-ce qu'il est possible dans les 24 mois de report, on peut imposer aussi ces reports sur des échéances de crédit? En ce qui concerne, il n'y a aucun problème dans le cadre de la conciliation, ce qui n'est pas le cas dans le cadre d'un redressement ou d'une sauvegarde. Et alors, quid des PGE en cas de liquidation? Donc, c'est la garantie de l'État qui joue à 90%. On retombe dans un cadre général. Alors, absolument. Elena nous demande de rappeler la différence entre mandat ad hoc et conciliation. C'est le nombre de fournisseurs? C'est quoi? Non, le nombre de non. Le mandat ad hoc n'est pas limité dans le temps. Le mandat ad hoc permet, je pense, de faire un état des lieux de ce qui est dû et de prévoir des remboursements. Lorsqu'on est dans la conciliation, on rentre dans une phase beaucoup plus active où on prend des décisions et on obtient très souvent un accord, un protocole de conciliation
qui ensuite peut être soit constaté par le président, soit homologué par le tribunal, avec une légère perte, bien évidemment, de confidentialité. Et donc, et en conciliation, ça nous permet également, et on l'a dit à plusieurs reprises, de bénéficier de délais de règlement. Donc, le mandat ad hoc, voilà la grosse différence entre les deux. Mais il faut reconnaître que maintenant que la conciliation peut être augmentée au-delà de 4 mois, je dirais que ça diminue l'intérêt du mandat ad hoc. Compris. Alors, est-ce qu'on peut lancer une conciliation avec une trésorerie positive liée au PGE? On a déjà répondu à cette question, qui est peut-être posée avant, mais bien évidemment, c'est même dans cette situation-là qu'il faut le faire. Hein. Okay. Alors, est-ce que la procédure de conciliation concerne aussi les entreprises individuelles? Entreprises individuelles, donc oui, tout à fait, hein, il n'y a pas besoin d'être en société. Oui. Non, tout à fait. Alors... N'oubliez pas qu'on est compétent pour les procédures collectives concernant les entreprises individuelles. Et bon, c'est pas le moment, mais pour ceux qui sont vraiment en non personnel, il y a quand même la procédure de rétablissement professionnel, hein, qui est quand même une procédure qui est très très peu utilisée parce qu'il faut avoir un actif qui ne dépasse pas les 5 000 euros, qui a été porté pour l'instant à 15 000 euros, mais qui normalement est de 5 000 euros. Donc c'est pour ça que c'est pour toute petite entreprise. Alors, une question de Arnaud, mais à laquelle Thierry, tu vas pouvoir répondre rapidement parce que tu l'as déjà fait. C'est qu'Arnaud nous dit que l'expérience montre que lors de mandats ad hoc, le mandataire demande à l'entreprise de nommer un expert comptable spécialisé en procédure collective pour faire un dossier aux normes, entre guillemets, et de fait, l'expert comptable du client sort du process du mandat. Que faire pour maintenir la communication avec l'expert comptable qui continue à gérer le client? C'est simplement, mais grâce au site Soutenir vos clients, on va pouvoir leur donner des modèles et autres. Je ne vois pas, alors c'est un peu, mais je t'ai dit, ça existait bien évidemment, il en existe toujours, mais si l'expert comptable... Oui, mais si l'expert comptable, évidemment, mettre ça dans les normes, mais bon, c'est pas trop difficile. Effectivement, tu vas pas faire un arrêté de compte à la date X, un arrêté de compte qu'on appelle un arrêté de compte comptable. Hein, tu vas le faire plutôt, allez, pas à l'euro près, mais logiquement, tu es maintenu en fonction. Enfin, je vois très mal être débarqué dans ce genre de choses. D'accord. Et alors, Daniel qui demande si l'ordonnance de mai 2020 qui autorise exceptionnellement le dirigeant à se présenter au rachat de sa propre société jusqu'au 31 décembre 2020, dans quel cas est-ce qu'on peut orienter un client dans cette voie? C'est quand même un peu hasardeux. Alors ça, c'est le cas. Nous avons longuement discuté avec Nassim, et là, je vais le laisser parce que il est au top là-dessus. Nassim. Alors déjà, c'est une interdiction, si vous voulez. Ce que dit la loi en dehors des ordonnances Covid, la loi dit que pour présenter un plan de cession, d'accord, donc reprendre un fonds de commerce d'une société qui est en procédure collective, on ne reprend pas la société, mais on reprend le fonds de commerce. Pour présenter un plan de cession à la barre du tribunal, il faut être tiers à la société. Alors, la loi dit que le tiers, c'est le dirigeant. Il faut pas être dirigeant, justement. Le dirigeant n'est pas un tiers. Donc, le dirigeant ne peut pas présenter d'offres et ça s'étend à ses collatéraux jusqu'au 2e degré, son père, sa mère, son cousin, etc. Donc là, il y a une interdiction. En revanche, l'actionnaire n'est pas visé par cette disposition. Contrairement à ce qu'on peut penser, alors il n'y a pas de logique là-dedans, mais en tout cas, l'actionnaire, même l'actionnaire à 100%, n'est pas visé par l'interdiction. Donc, l'actionnaire peut présenter une offre en plan de cession sans demander de dérogation. Parce que même le dirigeant, aujourd'hui, indépendamment des ordonnances Covid, peut reprendre une société en plan de cession qu'il a dirigée. Ça, c'est possible, à condition de demander l'autorisation du parquet, du procureur de la République. L'ordonnance Covid, elle a simplement assoupli cette autorisation, cette dérogation. Il y a toujours l'autorisation du procureur, ça reste, comme c'est le droit commun, mais le débiteur lui-même peut faire cette demande, cette requête auprès du tribunal, et également l'administrateur judiciaire. Donc, on a vraiment élargi les possibilités de permettre aux dirigeants de reprendre son entreprise. Mais c'est une dérogation qui existe depuis toujours. Alors, je vais quand même ajouter quelque chose. Dans les deux cas, ça reste quand même au procureur de la République de donner l'accord. Jusqu'à présent, c'était une discussion pour que ce soit le procureur qui puisse donner cet accord. Maintenant, la demande peut être faite par, en effet, le débiteur ou par l'administrateur ou le mandataire. Mais
le procureur de la République, lui, donne toujours son avis. Et j'ai en tête un dossier assez lourd où la demande a été faite par un dirigeant. Le procureur de la République était absolument pas d'accord. Et lors de l'audience en chambre du conseil, il a dit « Moi, je m'oppose totalement à cette proposition faite par le dirigeant. Et si le tribunal passe outre mes réquisitions, je ferai appel et en tant que parquet, mon appel est suspensif. » Donc, dites-vous bien une chose, c'est que si c'est correct, s'il n'y a pas de malversation derrière, le procureur sera d'accord. Si on se rend compte que ce n'est pas clair, si on se rend compte qu'il y a de la magouille derrière, je suis désolé, mais le proc, il va taper. Ouais, tout à fait. Il y a quand même une certaine moralisation quand même. Et c'est pour ça qu'on imaginait aussi avoir un passif avant Covid et un passif Covid. Le passif Covid, évidemment, on pourrait imaginer une reprise par le dirigeant. Si effectivement c'est pour remettre les compteurs à zéro et se faire plaisir, non, c'est sûr que le procureur nous dira non. Et donc Nassim a tout à fait raison. De toute façon, ça a toujours été. Donc moi, je vois mal le faire, mais j'attends. Et de toute façon, j'imagine, vous allez me dire ce que... Pardon, c'est le tribunal qui, à la fin des fins, décide. Le tribunal est souverain et le tribunal est tenu par les critères légaux, de sorte que le tribunal devra choisir la meilleure offre qui répond aux critères légaux, c'est-à-dire le maintien de l'activité, la sauvegarde de l'emploi et le désintéressement des créanciers. Et si l'offre du dirigeant ne remplit pas ces conditions, ou si l'offre du dirigeant n'est pas la mieux disante au regard de ces critères, il n'y a aucune raison de retenir l'offre du dirigeant. Bien sûr. Alors, moi j'imagine que ce dispositif, il peut fonctionner surtout pour un petit artisan ou, enfin, je sais pas moi, le cordonnier du coin, enfin, une petite entreprise qui se retrouve avec beaucoup trop de dettes, la possibilité de les rembourser en vérité même sur 10 ans, et de l'autre côté la possibilité de trouver un repreneur parce que voilà, c'est des petits boulots, c'est pas des grosses activités. Voilà, j'imagine que c'est eux qui peuvent le plus facilement faire cette proposition. Non, je sais pas si c'est ça un peu la cible. Moi, j'ai un dossier en tête où en fait c'était une entreprise assez importante. On parle de 70 salariés, 17 millions de chiffre d'affaires. En plan de cession, et ce plan de cession a été présenté, entre autres, par le dirigeant. Alors, quand on dit présenté par le dirigeant, ça veut dire que la structure de reprise qui présentait l'offre, le repreneur, donc c'était un tiers, et ce tiers-là a demandé expressément au tribunal que le dirigeant de la société puisse faire partie du capital de la structure de reprise, pour le motiver, évidemment, parce que le business de cette société était très, très lié à la personnalité du dirigeant. Et donc, le repreneur avait conscience que la pérennité de sa reprise supposait que le dirigeant soit à ses côtés, d'accord, et qu'il puisse avoir une incitation à être toujours dans l'affaire. Et la meilleure incitation, c'est de lui offrir une partie du capital. Et ce faisant, en lui offrant une partie du capital, on est obligé de demander cette fameuse dérogation parce que le dirigeant détient, du coup, partiellement et même indirectement, les actifs de la société qu'il a dirigée. Mais là, on parle d'une entreprise assez importante. Okay. Mais il faut qu'il y ait effectivement un savoir-faire particulier entre les mains du dirigeant pour que ça se justifie, sinon si on peut trouver un repreneur. Exactement. Hein. Donc c'est peut-être pas une bonne stratégie d'imaginer aller au TC en faisant un petit nettoyage des dettes et puis continuer à l'activité derrière. Ça ne marchera pas comme ça. Le tribunal et le procureur veilleront. On est d'accord. Alors, il y a Yveline qui nous pose une question. Pour les boutiques qui ont fait l'objet de fermeture, est-il possible de procéder à une négociation avec un mandat ad hoc avec le propriétaire lorsque l'activité reprendra? Oui, bien sûr. Hein, mais même avant, c'est pas quand l'activité. C'est même maintenant en fait. Hein. C'est ça notre point, c'est que c'est tout de suite. C'est tout de suite maintenant qu'il faut qu'on désigne un mandataire ad hoc en vue de négocier avec le bailleur un étalement ou une remise de dette. Alors, si un créancier a fait l'objet d'un étalement de sa créance sur 24 mois, que se passe-t-il si le débiteur ne respecte pas l'échéancier? Quelles sont les responsabilités, leurs conséquences et pour qui? Demande Christophe. Ben, c'est très simple. Si ce n'est pas respecté, soit il y a une possibilité de réétaler la dette dans le même… Normalement, la dette, elle est sur 10 ans maximum. Soit il y a une possibilité de rééchelonnement,
Mais il faut que ce soit vraiment bien organisé. Soit, si réellement il n'y a pas de possibilité, je suis désolé, mais à ce moment-là, on passe à une résolution de plan et on passe en liquidation. Mais s'il y a réellement, comme toujours, un problème conjoncturel et que, par exemple, on a fait un plan sur 7 ans, on peut essayer de le faire sur 10 ans. Si on a fait un plan, tout dépend aussi, si on a fait un plan avec 90% sur les dernières années, il n'y aura pas de chance. Maintenant, donc ça dépend réellement du plan qui a été fait et de la manière dont le défaut est appréhendé. Ou on peut le renégocier, mais il faut prouver quand même au tribunal qu'on peut modifier correctement le plan. Ou sinon, si on se rend compte qu'on ne peut pas, ben, je suis désolé, mais c'est le début de la liquidation. Alors, une question, pouvons-nous trouver des modèles de demande au tribunal, par exemple liquidation judiciaire, car de nombreux clients veulent arrêter définitivement sans aller en continuation. Voilà, il suffit dans la DCP vous prenez sur greffe de commerce, sur le greffe du TC de Bobigny, vous avez un encart qui s'appelle téléchargement, procédure collective, et vous avez tous les modèles de DCP, de sauvegarde, de conciliation, qui sont soit en PDF pour faire soi-même, soit en Word pour pouvoir le remplir et ensuite le rajouter. Et dans la demande, on demande si on veut l'ouverture d'une procédure de redressement ou si on demande la liquidation. C'est le même formulaire et ça passe en effet par mon Millennium. Maintenant, on peut le faire totalement de manière dématérialisée. Alors, Serge, qui a avalé une montre, nous dit qu'il est 18 h et que nous n'avons toujours pas exposé les modalités de la cellule de conseil. Il a raison, Serge. Mais juste avant de répondre à Serge, si vous avez 5 minutes, comme ça, voilà, vous êtes toujours présent, on terminera peut-être à 18 h 15, allez, on va déborder un peu. On va traiter la question de David, qui est une grosse question, parce qu'elle est bien longue. Alors, David, il nous dit quoi? Il nous dit, vous dites que seules les décisions du conciliateur permettent d'offrir un cadre légal aux négociations réalisées. Oui, mais les décisions arrêtées pendant le mandat ad hoc ne sont parfois reprises par le tribunal de commerce afin justement d'entériner les décisions découlant des négociations avec les banques notamment ou les principaux fournisseurs. Cela acte avec un cadre légal des remises de dettes obtenues et ensuite négociées dans le cas du mandat ad hoc. Également, non, pour l'interrogation. Peut-être que l'exemple du client qui avait bénéficié de ce schéma en 2009-2011 avait en fin de compte bénéficié d'une revue pour état des lieux avec mandat ad hoc, puis d'une conciliation pour entériner les choses avec personne nommée par le tribunal de commerce identique. Je ne sais pas si la question était très claire. Alors, en fait, il ne faut pas oublier que mandat ad hoc et conciliation sont des procédures qui sont totalement confidentielles. Il est clair que ensuite, lorsqu'on passe, et ça passe de la juridiction du président au tribunal. Et donc, ce n'est pas les mêmes intervenants. Et le tribunal, lui, regarde l'état de cessation de paiement. Et du fait qu'il y a eu une conciliation, on doit obligatoirement, mandat ad hoc ou conciliation, le mentionner dans la déclaration de cessation de paiement. Et lorsqu'il y a eu mandat ad hoc ou conciliation, il y a la présence obligatoire du parquet lors de l'audience d'ouverture. Alors que lors d'une DCP qui n'a pas fait l'objet d'une conciliation d'un mandat ad hoc, on peut très bien ouvrir uniquement avec le tribunal. Là, on a l'obligation d'avoir le parquet. Généralement, on demande d'avoir un rapport du conciliateur ou du mandataire ad hoc pour faire ça. Ensuite, à partir du moment où il y a une ouverture de procédure, on retombe dans un cadre général où tout est figé jusqu'à temps qu'on décide s'il y a un plan de redressement, un plan de cession ou une liquidation qui sera décidé. Donc, mais il est clair que lorsqu'il y a eu des avancées dans un mandat ad hoc ou dans une conciliation, ça aide énormément. Bon, c'est peut-être pas le lieu, mais il existe ce qu'on appelle les pré-accessions, qui sont en fait pour accroître la confidentialité, où tout est absolument préparé en conciliation,
Et une fois qu'on passe en redressement pour une session, c'est tellement bien préparé qu'on réussit à résoudre en un mois de temps. Ça nous est arrivé à plusieurs reprises où on a traité le dossier en un mois de temps, y compris lors des périodes de Noël et de jour de l'an. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense qu'on a beaucoup parlé de ces deux procédures. Je ne sais pas si Nassim, vous voulez rajouter quelque chose. Thierry, peut-être aussi. Peut-être que ce qui est évoqué également, c'est quelque chose qui est assez habituel, c'est-à-dire que compte tenu du fait, comme ça a été rappelé par le président Griveaux, que la conciliation en dehors des ordonnances Covid est quand même très encadrée dans le temps, 4 mois plus 1 mois exceptionnel, c'est-à-dire 5 mois maximum. Quand on sait que les négociations risquent de durer un peu, on commence par ouvrir un mandat ad hoc, on a tout le temps pour négocier. Et une fois que des négociations se dessinent et qu'un accord se dessine, très souvent, on ouvre une conciliation pour que l'achèvement des négos et du protocole se fasse en conciliation avec justement les avantages de la conciliation qui permettent notamment de faire soit constater l'accord de conciliation, soit encore mieux, dans certains cas, le faire homologuer, ce qui permet notamment de faire bénéficier pour les établissements bancaires du fameux privilège de la conciliation. Donc, ce n'est pas inhabituel de commencer les négociations en mandat ad hoc et ensuite de les faire entériner en conciliation, soit par un constat du président, soit par une homologation par tribunal. Thierry, un mot sur ces sujets? Non, tout à fait. Voilà, c'est la combinaison des procédures qui effectivement amène à trouver des accords. Mais je te dis, avec les ordonnances du Covid qui nous emmènent à 10 mois, bon, le mandat ad hoc a beaucoup moins d'intérêt. Alors, pour répondre à toutes ces questions, et parce que c'est des sujets qui sont compliqués, et que évidemment chaque cas est particulier, l'idée qu'on a eue, c'est évidemment pas de recruter en interne ou de former des collaborateurs de l'ordre sur les procédures collectives. Il faudrait qu'ils deviennent avocats et même eux parfois ont du mal et il faut être spécialisé pour s'en sortir. Donc autant s'adresser directement aux meilleurs de tous, ce sont les juges au tribunal de commerce qui traitent ce type de dossier habituellement. Dans chaque TC, on a des juges qui sont désignés en matière de prévention. Ils ont même parfois des adresses mail prévention @tc quelque chose. Voilà. Et donc on s'est rapproché du président Griveaux, mais également de Paris avec Paul Hunetter, de tous les présidents de TC, en leur demandant de nous mettre à disposition des numéros de téléphone portable et des adresses email pour qu'on puisse avoir des juges qui acceptent de répondre aux experts comptables et aux commissaires aux comptes, et exclusivement aux experts comptables et aux commissaires aux comptes. Hein, ce n'est pas les clients qui vont appeler, c'est vous. Et donc, vous prenez votre téléphone, vous nous appelez. On va juste nous s'assurer que on a bien qualifié les raisons de votre appel. Hein. Vous appelez pas pour nous demander comment on négocie un PGE avec la Banque de France ou comment on obtient le fonds de solidarité. Hein. C'est pas le sujet. Deux, trois questions sur le département et la taille de la boîte. À partir de là, on vous met en rapport avec un juge au tribunal de commerce qui est un habitué de ces procédures et qui va pouvoir, de manière confidentielle, il n'a pas besoin de connaître le nom de votre client. Hein, donc c'est vraiment une relation entre vous, expert comptable, commissaire aux comptes, et le juge au TC. Vous lui expliquez votre situation, vous lui dites voilà, mon client est dans telle situation, il a tel problème. Est-ce que quelle serait la procédure la mieux adaptée? Est-ce que vous pensez qu'il faut que j'attende? Est-ce qu'il faut penser qu'il faut que je fasse une requête pour demander un mandat ad hoc? Comment ça se passe? Voilà. Et donc c'est une sorte d'infodoc, d'allo impôt. Voilà, on veut que vous ayez la possibilité d'avoir une consultation gratuite, anonyme, bénévole, de la part de professionnels qui font ça toute la journée. Et derrière, ils vont pouvoir vous orienter, vous donner les noms des bonnes personnes. On a donc cette liste d'avocats qui nous a été communiquée par l'ARE, l'association des avocats en retournement d'entreprise. Et donc vous pouvez à la fois contacter évidemment Nassim Galimi si vous le souhaitez. Voilà, vous l'avez vu, il a l'air sympathique et compétent, donc n'hésitez pas. Passez un coup de fil à Thierry, il sera un plaisir aussi de vous répondre. Mais si vous le souhaitez, vous appelez le numéro qui a. Si je peux me permettre, Laurent, non, c'est pas un numéro, c'est qu'on a imaginé déjà faire une adresse mail pour voilà, filtrer un petit peu. Voilà, et c'est l'adresse mail parce que le numéro, je ne suis pas sûr. Et l'adresse mail soutenir vos clients @aoc-paris.fr, oui, celle-ci, elle existe, elle a été créée et nous l'avons testée. Voilà. Hein, donc c'est Ordre des experts comptables et Compagnie des commissaires aux comptes de Paris. Voilà, c'est nos deux institutions qui sont mobilisées.
pour vous donner la possibilité d'avoir cette assistance téléphonique et emailing. Hein, ça sera bien sûr plus facilement par téléphone, mais d'abord vous nous contactez et on prend contact ensuite avec vous et on vous met entre les mains de professionnels. Vous diagnostiquez la difficulté et plus on est capable d'être, alors ça vous coûte rien, hein, donc n'hésitez pas à le faire. Vraiment, si vous avez le moindre doute, il faut mieux le donner un coup de fil et puis régler le problème. Et on pense que si tout le monde s'immobilise, y compris et surtout les experts comptables, parce qu'on est quand même en première ligne sur la détection des difficultés futures de nos clients, hein, puisque ça ne remonte entre les mains du tribunal que lorsqu'on a des assignations ou lorsqu'on a des inscriptions de privilèges. Donc la prévention dans les tribunaux, ils sont un peu en retard par rapport aux informations que nous on peut avoir. Donc on n'hésite pas, on interroge les bonnes personnes et on prévient autant que possible dès qu'on peut. Et plus on est dans l'anticipation, plus on va aider notre client. Alors, je pense que ça c'est une règle, personne me contredira sur ce sujet. Donc voilà, il faut mieux passer un coup de fil et perdre 20 minutes au téléphone avec un juge que de se dire non, il n'y a pas de problème, tout va bien se passer. On va attendre le déconfinement et le 20 janvier, le chiffre d'affaires il va exploser. Bon, ça risque pas de se passer nécessairement comme ça. On a aussi encore beaucoup d'activités qui bossent avec l'international. C'est pas demain que les avions ils vont reprendre les rotations habituelles et c'est pas demain que le business il va revenir à 100%. Malheureusement, donc les temps vont être compliqués là sur les 6 premiers mois de janvier 2021 et c'est la mobilisation de tout ce qui peut permettre de sauver un maximum d'emplois et un maximum de clients. Et les clients d'aujourd'hui sont notre chiffre d'affaires de demain. Hein, c'est comme ça que ça marche. Merci à tous. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter, Nassim, Thierry, Francis? Non, simplement que j'espère que cette cellule dédiée aux professionnels va fonctionner. On est là pour faire de la prévention, on est là pour aider les experts comptables, qui n'est pas un dossier qui ne sache pas traiter. C'était un peu l'idée que Laurent, tu as eue. Et j'espère que tous nos confrères vont participer à cette cellule. Exactement. Déjà, tous les tribunaux participent. Hein. J'attends encore les dernières réponses, mais vous voyez, je vois là que on avait un spectateur, je sais pas comment on dit, un webinareur, je sais pas comment on appelle ça, qui me dit que le tribunal de commerce de Meaux est également à notre disposition. Voilà, on n'avait pas encore eu de retour de Adeline sur ce sujet, et donc merci Adeline de nous confirmer que Meaux aussi est dans la partie. Donc c'est toute l'Île-de-France qui est à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Président Griveaux, de votre participation. Merci, Maître Galimi. Merci, mon cher confrère Thierry. Et on vous donne. Alors, on va vous faire passer le support et dedans, vous allez voir les liens qui vont vous permettre de revoir le webinaire qui a été animé par Thierry il y a 2 mois, qui a été projeté aux universités d'été, qui dure 1h30 et qui va vous donner en détail toutes les procédures du mandat ad hoc à la conciliation dont on a beaucoup parlé, mais aussi des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Comme ça, vous aurez tout sur les aspects techniques. Voilà. Merci à tous de votre participation et à le prochain webinaire. À très bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à tous. Au revoir. Bonne soirée.